Le 6 février dernier, ou 6 février 2018 si vous regardez cette vidéo dans quelques années, SpaceX mettait une voiture en orbite autour du Soleil grâce au lancement réussi de la Falcon Heavy. Dans le coffre de ce roadster de l'espace, on peut trouver l'intégralité des tomes de fondation d'Isaac Asimov, ainsi que ceux de H2G2, le guide du routeur galactique de Douglas Adams. Je me suis alors posé la question du choix de ces ouvrages. Comment en est-on arrivé à envoyer des œuvres de science-fiction dans l'espace et non pas des thrillers ou bien des romans à l'eau de rose? Bon, sûrement parce que Elon Musk, le fondateur et PDG de la firme, se trouve être un énorme fan de science-fiction. Mais je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose dans ses œuvres ayant façonné sa manière de voir le monde qui nous entoure. Du coup, j'ai interrogé des chercheurs et des chercheuses, des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, ainsi que des médiateurs et des médiatrices scientifiques au sujet du rapport étroit qu'ils peuvent entretenir avec le genre nouveau que se trouve être la science-fiction. Ensemble et pendant l'heure qui suit, nous allons réfléchir à l'impact que peut avoir la SF sur la manière dont les scientifiques conçoivent la science d'aujourd'hui et imaginent celle de demain. Bonjour, je m'appelle Pierre Henriquet, je suis médiateur scientifique et chargé de projet au Planétarium de Vaux-en-Velin. J'ai un doctorat en physique nucléaire appliquée au médical et maintenant je fais de la vulgarisation scientifique, je reçois du public, je raconte des histoires sur l'univers, sur l'infiniment grand et l'infiniment petit avec beaucoup de plaisir. Bonjour, alors je m'appelle Eléa et je suis chercheuse en biologie moléculaire et cellulaire au CNRS, donc le fameux Centre national de la recherche scientifique. Je m'appelle Étienne Ledollet, je suis le réalisateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Dans la vie, je suis journaliste scientifique, biologiste de formation et je travaille dans la communication scientifique comme rédacteur sur le site internet du CNES, l'Agence spatiale française. Donc bonjour, moi c'est Alexis Félix de la chaîne Macroscopie, une chaîne sur laquelle je vais m'intéresser aux sciences dures comme aux sciences sociales en les étudiant par le prisme de la publication scientifique. Avant d'avoir eu un master en communication scientifique, j'ai eu un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire et j'ai donc fait un petit peu de recherche. Et donc à l'heure actuelle, je travaille pour une association qui est une association qui va donner des outils aux chercheurs pour qu'ils puissent publier leurs publications et notamment les publier en ce qu'on appelle en open access, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse les lire sans avoir à payer. Alors je m'appelle Sébastien Carassou, je suis astrophysicien et vidéaste scientifique et j'anime depuis maintenant 3 ans la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Alors je m'appelle Marion Sabourdi, je suis la chargée des nouveaux médias à la CASMAT, le Centre de sciences de Grenoble, et je travaille sur des projets numériques qui sont liés au Media Lab et au réseau social Écosciences. J'ai commencé avec des études de sciences jusqu'en licence, en biologie et en géologie, et ensuite j'ai fait un master de journalisme scientifique et j'ai pratiqué un petit peu le journalisme scientifique pendant quelques années avant de rejoindre la CASMAT. Pour en arriver là, j'ai dû affronter le chevalier du baccalauréat, j'ai dû vaincre le Nazgûl de la licence, oxyre le Sith du master et bien sûr venir à bout du dragon du doctorat. Voilà, ça fait 9 ans d'études en tout et pour tout, si on compte bien, et tout ça pour avoir le droit de réfléchir aux nouvelles questions de la biologie et tenir une pipette toute la journée. C'est cher payé en termes de temps, mais honnêtement, ça vaut le coup. Parce que oui, chercheur, c'est tout de même un métier où on te paye pour apprendre des choses, pour être curieux, pour soulever des problèmes et les résoudre. Alors, comme j'ai toujours eu un penchant curieux, et même si on nous dit que c'est un vilain défaut en général, je pense qu'on peut dire que c'était une passion bien avant de devenir scientifique. Bon, moi c'est simple, j'ai commencé à me mettre à la vulgarisation scientifique dès que j'ai pu regarder C'est pas sorcier à la télé, donc je devais avoir 4 ans. Et c'est d'ailleurs quand j'ai appris la fin de cette émission que j'ai eu envie de quitter la biologie et de devenir journaliste scientifique. Apparemment, avant même de savoir parler, je demandais à mes parents ce que c'était que le gros luminaire tout blanc qui était dans le ciel la nuit. Je demandais qu'est-ce que c'était que ça. On m'expliquait que c'était la lune. J'ai toujours été attiré par le ciel, par les étoiles, et puis maintenant, je peux faire cette passion, je peux en faire mon métier, et j'en suis ravi. Alors l'univers, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'ai eu la chance de grandir dans une ville où la pollution lumineuse était assez faible, du coup je pouvais passer des soirées entières à regarder le ciel et à me poser des questions dessus. Mon activité d'astrophysicien, on peut dire que c'était un rêve de gosse, parce que j'ai voulu faire ça depuis que j'ai 12 ans, en fait. Après, l'espace, c'était un domaine scientifique comme les autres, mais je l'ai un petit peu privilégié parce qu'il est très lié à la science-fiction. J'ai découvert Dune, le film de David Lynch, à 10 ans, et j'ai lu le livre de Frank Herbert l'année suivante.
Et pendant mon adolescence, j'ai aussi passé beaucoup de mes étés à Saint-Michel-l'Observatoire, pendant les Nuits des Étoiles. Je crois que j'ai toujours lu de la science-fiction et aussi de la fantasy. Je pense que j'ai un mélange 50-50 science-fiction, fantasy. Et oui, ça tient plutôt une place conséquente dans ma bibliothèque. Alors est-ce que je dois inclure mes livres de jeux de rôle ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de livres de science-fiction. La place de la science-fiction dans ma bibliothèque est pas négligeable. En gros, j'ai regardé ce matin, on peut dire que j'ai 40% de ma bibliothèque qui contient des livres de science, 40 autres pourcents c'est de la science-fiction, et il reste 20% pour tout le reste. Donc effectivement, c'est une portion non négligeable. Alors dans ma bibliothèque, j'ai à peu près la moitié de mes livres qui sont de la science-fiction en fait. Et après pour l'autre moitié, il y a une grosse partie de livres qui sont de la vulgarisation scientifique. Et ensuite, ça se répartit entre des guides de voyage, de la littérature blanche et des livres sur l'écriture. Dans ma bibliothèque, la SF, c'est probablement la moitié de mes livres, hein, au milieu de la science, de la médecine, de l'histoire et de la fantasy. Mais niveau film, ça représente la grande majorité de ce que je regarde, oui. Alors malheureusement, je lis beaucoup moins de SF aujourd'hui qu'avant, notamment parce que j'ai plus vraiment le temps. Je lis surtout des nouvelles de SF, qui sont plus rapides à lire, et des livres de science qui m'aident pour l'écriture des vidéos. Par contre, je peux dire que jusqu'à présent, ce sont les livres de SF qui ont eu la plus grande influence sur mon imaginaire d'aujourd'hui. Et les films aussi. Pour le coup, ma culture cinématographique, elle est à 80% basée sur de la SF. Eh ben, je n'aime pas vraiment la science-fiction. C'est un genre vers lequel je me dirige assez à reculons en général, pour des raisons un peu stupides que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer. Et donc, la SF, ça n'a pas une très grande place dans ma DVD Tech et dans les livres, alors que pourtant, il y a des œuvres qui m'ont marqué, qui font partie de ce genre. Et d'ailleurs, la plupart des œuvres qui m'ont marqué sont des œuvres de SF. Bien évidemment, les grands de la science-fiction m'ont marqué immédiatement. Les nouvelles d'Arthur C. Clarke, ça c'était fantastique parce que les histoires étaient courtes et pourtant elles étaient merveilleuses, elles me faisaient rêver à chaque fois. On a Frank Herbert évidemment, Isaac Asimov, le cycle des robots, ça a été vraiment mes toutes premières lectures. Mais celle qui m'a donné la plus grande émotion, je me rappelle quand j'étais vraiment petit, eh bien ça a été la lecture de Barjavel, Ravage. Je me rappelle que ce livre, je l'ai lu, ça a été une véritable révélation pour moi qu'on puisse anticiper l'avenir et qu'on puisse prévoir qu'une société entière puisse s'effondrer. En fait, la prise de conscience que rien n'est jamais fixé et que tout peut toujours changer, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc je me rappellerai certainement toujours de ce bouquin qui a pour moi eu une grande importance. Au début, ça a été Tintin avec Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Décembre 1992. J'avais 2 ans quand on me les a offerts, je savais peut-être pas lire, mais heureusement qu'il y avait les dessins animés. Ensuite, il y a eu les différentes adaptations de 20 milieux sous les mers, en film et en dessin animé même. C'est une histoire qui m'a toujours fasciné, peut-être parce que je viens d'une famille de sous-mariniers, par mon grand-père et mon oncle. En tout cas, 20 milieux sous les mers, c'est vraiment ce qui m'a donné le goût pour les voyages extraordinaires. Tout ça a préparé le terrain pour mon tout premier roman de science-fiction, à 7 ans. C'était aussi Jules Verne, avec Voyage au centre de la Terre. Personnellement, j'ai été fan de science-fiction avant d'être fan de science. Notamment, j'ai eu une grosse période de mon adolescence où je bouffais du Star Wars tous les jours, en film, en jeux vidéo, en bouquins de l'univers étendu. Bon, évidemment, je suis conscient que c'est débattable de placer Star Wars dans la catégorie SF, mais bon. Star Wars a quand même bien modelé mon imaginaire en matière de voyages spatiaux et de planètes extrasolaires. Alors pour moi, la science-fiction et la science, ça a été dans ma vie un aller-retour permanent. Alors évidemment, la science-fiction, c'est quelque chose de plus facilement accessible quand on est petit par rapport à la science. La science-fiction, il suffit de savoir lire pour pouvoir en profiter, alors que la science, ça demande un apprentissage qui est un petit peu plus long. Donc j'ai lu des livres de science-fiction avant de faire de la science, mais la science-fiction m'a fait comprendre qu'autour de moi, il y avait un univers infini avec des merveilles, avec des choses à découvrir, des choses que je ne connaissais pas, et bien évidemment, ça a été très important pour mon cursus futur qui m'a permis justement d'essayer de comprendre vraiment le monde qui m'entourait. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très important. J'ai aussi grandi avec les nouvelles d'Asimov, qui m'ont fait m'intéresser de près à la robotique et à l'intelligence artificielle. Ah, et fun fact, c'est grâce au film La planète au trésor de Disney que j'ai appris l'existence du métier d'astrophysicien, parce que l'un des personnages principaux en était un. Et je me souviens, le film et sa novélisation m'avaient tellement plu
que j'avais fait des recherches sur ce que c'était le métier d'astrophysicien, parce que personne autour de moi ne savait ce que c'était, et quand j'ai finalement su, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors la science-fiction, elle a fait naître en moi beaucoup de curiosité pour pas mal de domaines scientifiques, et pour deux en particulier. Alors d'une part, tout ce qui touche le passé, avec la préhistoire et l'archéologie. Donc par exemple, je vous cite des films comme Jurassic Park, comme Indiana Jones, Le Cinquième Élément, un livre comme La Nuit des Temps de Barjavel, L'Armée des 12 singes, Stargate. Et puis également une passion pour tout ce qui touche à la robotique, l'intelligence artificielle et la mémoire, avec par exemple le premier livre de SF dont je me souvienne s'appelait L'Ordinateur. Donc c'était un livre pour enfants autour d'un ordinateur tueur. Mais aussi les films comme Matrix, Existence ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind autour de la mémoire. Donc j'adore Contact et l'homme bicentenaire, Jurassic Park et le cinquième élément, mais ça c'était les années 90 quand on était gosse. Et la science-fiction a un siècle et demi de classique côté littérature, un siècle côté cinéma. C'est facile de s'y enfermer en disant que c'était mieux avant. Mais au contraire, le genre a beaucoup évolué et mûri. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'avec l'essor de la culture geek, la science-fiction fait partie de la culture populaire, ce qui était encore loin d'être le cas il y a 15 ans. Sans même parler littérature, qui reste encore pour un public de passionnés, aujourd'hui il se passe pratiquement pas un mois sans qu'il y ait une grosse production de films ou de séries destinées au très grand public. Pour le meilleur comme pour le pire, bien sûr, mais on est à une époque formidable pour le genre. Moi, mes coups de cœur les plus récents, ce sont À la poursuite de demain, de Disney, et surtout Premier Contact, de Denis Villeneuve. En allant le voir en salle, je pensais pas qu'un film justement contemporain puisse autant m'éblouir. Et par la suite, j'ai lu la nouvelle dont il est tiré, ça a le mérite d'être en plus une superbe adaptation. J'ai beaucoup aimé son Blade Runner 2049 et j'attends vraiment avec une grande impatience de voir ce qu'il va nous réserver pour Dune. Si je devais citer le tout premier livre qui m'a marqué dans la science-fiction et qui, je pense, du coup est resté en toile de fond toute ma vie quant à ma perception des scientifiques et de leur rôle dans une société, c'est La Nuit des Temps de René Barjavel. Alors je suis un peu biaisée parce que ma mère m'a nommée Eléa comme l'héroïne du roman. Et du coup, c'est un des premiers romans que j'ai lu sur ses conseils dès que j'ai eu l'âge de lire et de comprendre un roman. Je pense que c'est ce livre-là qui m'a vraiment donné ma première réflexion sur qu'est-ce que c'était qu'un idéal de chercheur et qu'est-ce que c'était le métier d'un scientifique. Et c'est là aussi où j'ai vraiment réfléchi sur l'opposition qu'il y avait entre l'éthique et la curiosité du scientifique par rapport aux considérations des gens, de l'humanité, des politiques et globalement du reste du monde. Eh bien, les genres qui m'ont le plus marqué dans la SF, c'est de l'anticipation. Et souvent, l'anticipation, on va s'intéresser à une technologie ou à une dérive de cette technologie ou à la dérive de la science. Et des œuvres comme Bienvenue à Gattaca, par exemple, m'ont fait me poser beaucoup de questions sur la manière dont on pouvait utiliser la science, en fait. Et ça m'a fait me rendre compte que, s'il y avait de l'éthique en science, c'est qu'il y avait une raison. Et si on ne faisait pas n'importe quoi avec la science aussi, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, c'est en cela que la SF a un petit peu influencé ma manière d'appréhender la recherche, à l'époque où j'étais chercheuse, puisque elle m'a fait me rendre compte de l'importance des comités d'éthique, de tout ce qui était de l'étude des protocoles, etc. Parce que la science, ça reste quelque chose qu'il faut encadrer, et ça, je pense que j'aurais mis plus de temps à m'en rendre compte sans la SF. Et l'autre genre qui m'intéresse particulièrement, c'est celui où on voit la science nous échapper. C'est-à-dire, pas que quelqu'un a utilisé la science d'une mauvaise manière, l'a dérivé de son but premier et en a fait quelque chose de pas bien, mais vraiment, on n'a plus aucune prise sur la science. Elle nous a échappé, elle est devenue quelque chose qu'on ne contrôle plus. Et je trouve ça fascinant parce qu'on a toujours un peu tendance à s'imaginer que quand on fait des expériences, etc., on les maîtrise de A à Z et tout fonctionne bien. Mais en réalité, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne contrôle pas, que la science, c'est un peu comme une entité et qui peut nous échapper à n'importe quel moment. Et du coup, les œuvres de science-fiction qui abordent ce sujet me parlent beaucoup et m'intéressent énormément.
Je pense que si ces deux thématiques sont très importantes pour moi, c'est parce qu'elles me font prendre un certain recul sur la science et surtout elles m'apportent une certaine humilité qui me paraît extrêmement importante quand on travaille dans la science. Alors pour moi, c'est définitivement La Cité des Permutants de Greg Egan. C'est un roman d'anticipation, de hard SF comme on dit, et dans un même livre, t'as des réflexions poussées sur l'immortalité numérique, sur la vie artificielle, sur le téléchargement de conscience, sur la communication extraterrestre, et sur le statut philosophique de la copie numérique d'un individu. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi dense en termes d'idées qui t'explosent le cerveau. Ce que j'apprécie énormément avec les œuvres de hard SF, c'est qu'elles te prennent un concept de science très sérieux, ou très plausible, et qu'elles te poussent ce concept dans ses retranchements, dans ses limites les plus extrêmes. Que ce soit dans les conséquences éthiques de telle ou telle technologie, ou dans les potentialités physiques même du concept en question. Parfois, l'auteur il décide de pousser ce concept à la limite du plausible, et c'est exactement ce qui nous permet d'en rêver. Et c'est cette tension entre le réel et l'imaginaire que j'aime beaucoup dans la SF. Pour l'œuvre de SF qui me fascine le plus, je pense que c'est La Zone du Dehors d'Alain Damasio qui est en top de la liste. Déjà parce que c'est très bien écrit, j'adore le style d'Alain Damasio et depuis La Horde du Contrevent qui est d'après moi un chef-d'œuvre sur tous les plans, je suis plus tout à fait objective à propos de cet auteur, mais dans La Zone du Dehors les personnages sont hyper attachants et pour vous faire un pitch en bref, c'est une société futuriste sur une autre planète idéale, moderne, une société qui file droit et on voit l'envers de cette société, de la vue d'une bande de marginaux un peu révolutionnaires qui veulent tenter de montrer aux gens à quel point leur société est parfaite et en réalité déshumanisée et répressive. Alors ça fait écho à beaucoup de questions de société actuelle et c'est un roman qui est du coup très politique et très engagé et qui soulève plein de choses, plein de questions sur l'humanité en général. Alors c'est exagéré, on n'en est pas là maintenant dans notre société, mais on pourrait. Et plus généralement, du coup, j'adore ce genre d'histoires qu'on appelle les dystopies. Donc, c'est des histoires qui se passent dans un monde ou une époque similaire à la nôtre, mais pas tout à fait. Un peu comme si notre timeline avait tout d'un coup bifurqué quelque part pour prendre un autre chemin pire ou meilleur que notre société actuelle. Alors, moi je prends les dystopies un peu comme un espèce d'exercice de style dans lequel tout serait possible et du coup dans lequel on étudierait tous les aspects possibles d'une dérive, d'une bifurcation de notre société. Alors dans La Zone du Dehors, je pense que la proximité du roman avec ce qui se passe dans le monde actuel, c'est ça qui me fascine dans cette œuvre-là. Donc ce serait plutôt son rapprochement avec la réalité scientifique. On est à deux doigts actuellement d'une société comme celle-ci où les gens seraient étiquetés, suivis et où tous les possibles sont plus vraiment possibles puisque chacun doit être à sa place dans un ordre immuable qui est vraiment basé sur la docilité, la performance, etc. Donc Alain Damasio nous montre ce qui pourrait être, il nous montre ce qu'il y a en même temps derrière le côté révolutionnaire de ces personnages, la rébellion, les pensées à contre-courant, la liberté, l'anarchie, les activistes. Il montre toutes les facettes de l'humain et pourquoi est-ce que la nature même de l'humain n'est pas forcément compatible avec une société parfaite et aseptisée. Alors, je veux pas trop spoiler le roman, mais je pense que n'importe qui en lisant saisira le parallèle entre la politique du livre et puis la politique du monde actuel. Alors deux thèmes me fascinent en science-fiction. Le premier c'est le temps, et plus particulièrement le temps long, comme par exemple la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson qui parle de la terraformation de Mars, le cycle de Dune bien sûr, qui est sur des milliers d'années, Les Dépossédés de Le Guin, qui raconte l'histoire de deux peuples sur deux planètes vraiment très différentes, Les Déportés du Cambrien de Silverberg, où on parle de prisonniers qui sont envoyés dans une autre ère géologique, Le Moineau de Dieu de Maria Doria-Russell, qui parle d'une mission jésuite vers une autre planète. Et puis le deuxième thème, c'est autour de l'intimité, des ambiances un peu flottantes et du rêve. Et là, les œuvres dont je veux vous parler, c'est Solaris de Stanislas Lem, c'est Les Chroniques martiennes de Bradbury, bien sûr, c'est Demain les chiens de Clifford Simak, où des chiens racontent un petit peu le passé et leur passé avec les humains. Et enfin, c'est beaucoup d'œuvres de Christopher Priest, comme La Fontaine pétrifiante, ou par exemple encore Le Prestige, qui parlent vraiment d'intimité et qui sont assez intéressantes en ce sens.
Alors les œuvres que j'ai citées sont relativement éloignées de la réalité scientifique, sauf peut-être la trilogie martienne de Robinson qui parle de terraformation d'un point de vue assez scientifique. Et moi en général, ce qui me plaît dans la science-fiction, c'est de voir des êtres qui se débattent dans des univers ou des situations sur lesquelles ils n'ont vraiment aucune prise, des choses assez décalées. Le livre, ou la série de livres qui certainement m'a le plus marqué et qui restera certainement à tout jamais mon livre préféré, ma série de livres préférés, eh bien c'est le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, qui s'appelait à l'époque en montant le Guide du routard galactique, et puis le titre a changé à la suite des démêlés avec le fameux routard. Ce livre est extraordinaire. Douglas Adams arrive à mêler à l'intérieur de ses bouquins énormément d'humour, de la science-fiction bien évidemment, et puis un sens du surréalisme avec cet humour anglais fantastique. C'est l'un des rares livres où je me suis surpris à rire à voix haute en lisant ce bouquin. L'univers est complètement fou, il nous emmène dans l'espace et dans le temps, partout où j'ai toujours rêvé d'aller, tout en gardant cette dimension humaine, est tellement drôle, tellement subtil. Donc voilà, pour moi, le Guide du routard galactique, ça restera toujours mon livre préféré. Ce qui me plaît évidemment dans ce livre, c'est à la fois son rapprochement et son éloignement à la science. On est dans un vrai ouvrage de science-fiction où on prend justement des données que l'on connaît, on utilise des lois que l'on a définies et puis on va essayer de les extrapoler dans un univers totalement fantasque, mais dans lequel tout en étant surréaliste, reste conforme à l'idée qu'on peut s'en faire. Et c'est ça que j'adore, avoir un héros qui va partir voyager dans les interstices de l'espace-temps, qui va justement voyager dans le temps, qui va se téléporter dans l'espace, mais où tout reste au final cohérent. Drôle, inattendu, mais cohérent. Et ça, c'est pas du tout incompatible avec la science. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour moi, une histoire reste une histoire. Elle n'a pas forcément vocation à être réaliste, juste crédible dans sa façon d'être racontée. Après, c'est à l'auteur de choisir de quoi il veut s'inspirer et quel degré de fidélité il veut avoir. Ça dépend vraiment de la prétention de l'œuvre. Alors moi, clairement, je suis le spectateur lambda que rien ne dérange. On peut me balancer ce qu'on veut dans la tronche, ça va pas me sortir du film. Mais c'est parce que pendant le film, je réfléchis pas en termes scientifiques. En fait, je m'en fous, je suis juste dans le film, je suis une histoire, je suis très contente. Par contre... j'ai déjà eu des conversations extrêmement enflammées autour de choses scientifiques dans des films, par la suite, en discutant avec des amis, sans que pour autant ça ne me gâche le film. Ça va pas changer mon point de vue sur le film. Si je l'ai aimé, le fait qu'il soit pas rigoureux du point de vue scientifique, ça va pas m'empêcher de continuer à l'apprécier. En tant que scientifique, je suis pas vraiment dérangée par le bullshit scientifique, à condition qu'il soit assumé et que dans l'histoire on assume qu'il s'agisse d'un paradigme scientifique alternatif au nôtre. Par contre, quand on dit des choses qui sont fausses dans les films volontairement pour faire croire aux gens que ouais on a fait des recherches et on est super calé mais qu'on dit n'importe quoi, ça c'est vraiment un truc qui me hérisse le poil. En ce qui concerne les livres, j'ai curieusement toujours pu conserver ma suspension consentie d'incrédulité. J'avoue que je me suis jamais posé la question, mais c'est toujours arrivé. Là où c'est parfois un peu plus difficile, c'est par exemple pour le cinéma. Alors, la grande majorité du temps, ça ne pose pas trop de problèmes. Et puis, j'ai quand même quelques œuvres qui me font bondir. Et puis, on aime toujours râler sur un certain nombre de choses. Donc, il y en a quelques-unes, effectivement, qui me titillent et sur lesquelles j'aime beaucoup râler tout seul ou avec ma chérie devant la télé. Je suis assez bon public en général, et vu le techno-blabla des films de science-fiction me fait plus sourire que bondir. Après tout, un film de SF, c'est pas un documentaire, c'est une œuvre d'art. Mais il y a exactement deux situations qui m'agacent. La première, c'est quand le scénario respecte pas l'intelligence du public. Quand t'as un film comme Fusion the Core, qui t'explique que des scientifiques ont construit une foreuse dans une matière indestructible, l'unobtainium, et qui leur permet d'aller jusqu'au centre de la Terre, pourquoi pas? Mais alors si cette matière elle est indestructible, comment ils en ont fait un vaisseau? Et c'est ce genre d'incohérence qui détruit complètement ma suspension consentie de l'incrédulité, et j'ai l'impression d'être pris pour un débile. L'archétype de cette situation, pour moi, c'est les premières minutes de Lucie, de Luc Besson. Alors t'as Morgan Freeman qui joue un scientifique respectable, et qui te sort dans le plus grand des calmes qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau dans un colloque académique. Bon, mythe qui a été maintes fois démonté par des générations de neuroscientifiques, et qui ouvre la porte à tellement de dérives New Age.
Il y a effectivement des livres et des films que je supporte pas à cause de leur traitement de la science, de la façon de la représenter. Mais il y a une grande différence entre s'inspirer de la science et chercher à rendre crédibles des idées pseudo-scientifiques. La science, avant d'être de la connaissance, c'est surtout une méthode pour produire ce savoir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire de la science sur la base de la magie et du surnaturel. Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Death Note. Bien sûr que c'est pas possible de tuer des gens en écrivant leur nom dans un cahier, mais si vous partez du principe que ça existe dans votre univers fictif, alors vous avez des moyens rationnels de vérifier comment ça marche. Et c'est un exemple d'œuvre qui ne parle pas de science, a priori, mais qui aborde pourtant très bien l'expérimentation et la logique. Donc c'est encore mieux, parce qu'avec votre œuvre, vous apprenez à vos lecteurs à penser de façon scientifique, et ça leur sera beaucoup plus utile que de la science mélangée à de la fiction. Voilà. Pour moi, c'est ce que je préfère comme approche contre les pseudosciences. Dans le film Star Trek Into Darkness, où Spock se retrouve sur une planète de glace, et le Captain Kirk part le chercher, se fait courser par un monstre qui se fait dévorer par un plus gros monstre, qui est de couleur rouge. Alors qu'on est dans un monde de glace. Et ça a entraîné une discussion en cours de biologie évolutive entre moi et ma prof, parce que je lui ai demandé si c'était logique que dans un univers entièrement blanc, un animal soit de couleur rouge, alors que c'était chiant pour la chasse. Parce que tu peux pas te camoufler facilement quand t'es rouge pétant au milieu de blanc. Et on en est arrivé à discuter du fait que c'était peut-être un super prédateur, donc sa couleur il s'en bat un peu les couilles, et etc. Sur le fait que dans le film il jaillit par dessous la glace, donc de toute manière sa couleur ne peut pas être vue, puisque de toute évidence c'est un truc qui se déplace en sous-sol, etc. Mais que dans ces cas-là, pourquoi il avait gardé de la couleur alors qu'il était en sous-sol, bref, ça a aussi engendré beaucoup de discussions, et donc du coup ça ne m'a pas dérangé, mais c'est vrai que c'est quelque chose autour duquel j'ai beaucoup réfléchi. Par exemple, dans Jurassic World, on nous dit que voilà, si on mélange de l'ADN de grenouille tropicale avec de la poule, du raptor et du caméléon, en expliquant que ça va faire une bestiole qui a précisément les caractéristiques magiques de chaque espèce qu'on cherche, donc un dinosaure camouflable, qui n'a pas de signature thermique, et qui est vachement agressif parce que c'est ce qu'on voulait faire, un gros truc qui fait très peur. Ça pour moi c'est limite. Un autre exemple qui me dérange, c'est par exemple dans Annihilation, ils vous disent que voilà, il y a des gènes de développement humain qui se sont mélangés avec des plantes. Et là, ils citent de vrais gènes de développement, les gènes OX, en disant voilà, on a fait des recherches, on sait de quoi on parle. Et du coup, ils disent que ça fait des plantes en forme d'humain. Et là, c'est gênant parce que ça marche pas exactement comme ça. Et si on essayait de faire ça pour de vrai en laboratoire, on n'aurait pas vraiment ça. Alors pour certains films, ceux qui construisent vraiment leur univers bien à eux, qui a une cohérence interne, j'ai pas vraiment de problème à avoir des situations qui sont pas juste scientifiquement parlant. Donc je pense par exemple aux films comme Star Wars, comme Total Recall, comme Running Man par exemple. Par contre, pour d'autres films, ceux qui se passent dans un futur très proche, dans un univers très proche de notre réalité, ou même dont la cohérence et l'intrigue reposent sur un élément scientifique, là j'ai vraiment plus de mal lorsqu'il y a un problème au niveau des sciences. Donc je pense notamment au cycle de reproduction de l'alien dans Prometheus ou Covenant, qui est complètement what the fuck, qui m'a détruit la mythologie d'Alien. Je pense également, par exemple, quand on a des humains qui sont exposés au vide de l'espace et qui se mettent à geler, ou bien même plus simplement dans tous les films où les voitures explosent juste parce qu'on leur tire dessus. Voilà, ça me dérange vraiment. En résumé, ce qui me plaît dans un film, c'est qu'il y a une très belle histoire, une cohérence, et si en plus il y a des éléments scientifiques bien solides et bien actuels, c'est comme une sorte de clin d'œil aux personnes qui connaissent ces sciences, un peu comme les Pixar font un clin d'œil à la fois aux enfants et aux parents. Voilà, il y a deux niveaux de lecture et ça c'est ce qui me plaît. Les deux exemples qui me font joyeusement bondir, parce que je m'amuse aussi de ça, c'est le film Armageddon et le film Seul sur Mars. Voilà. En fait, ce qui me pose problème, c'est pas tellement que ce soit vrai ou que ce soit faux. On est dans un film, on est dans une œuvre de fiction. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand dans un film, on établit des règles au début du film et qu'ensuite ces règles, on ne les suive pas. Donc c'est valable pour les films de science-fiction, mais en réalité, pour moi, c'est valable pour tous les films.
Prenons le film Armageddon, on vous dit qu'on va aller sur un astéroïde, que cet astéroïde est extrêmement léger, qu'il n'y a quasiment pas de gravité, et puis une fois que vous avez la voiture qui est sur l'astéroïde, quand on se rappelle qu'il y a de la gravité, la voiture elle colle bien au sol, et puis quand on a envie de l'oublier dans un grand élan épique, et dans ce cas on peut parcourir de gigantesques distances en apesanteur avant de traverser des canyons énormes. Donc c'est ça qui me pose problème, c'est quand on ne respecte pas les règles qui sont posées de base. Pareil, alors de manière un peu plus effectivement scientifique, de plus en plus technique pour Seul sur Mars, on est sur Mars, donc on est sur une planète qui est petite, sur laquelle la gravité est faible, et on a notre héros qui marche exactement comme sur la Terre, et ça me pose un souci. Pareil, pouvoir conserver l'air dans une station juste avec une bâche plastique, là aussi ça me pose des soucis, mais là encore ça m'amuse de râler sur ces films parce que globalement c'est des films que je regarderai encore. Les choses que j'accepte parfaitement, c'est par exemple dans Star Wars, avoir des vaisseaux spatiaux supraluminiques, avoir des sabres laser, avoir dans Star Trek des engins capables de se téléporter à l'autre bout de l'univers. Ça me pose absolument pas de problème parce qu'il y a une cohérence interne au film. Si dans une œuvre de science-fiction, on me dit qu'on arrive à générer l'énergie suffisante pour détruire une planète grâce à un laser, ça rappelle peut-être quelque chose à quelqu'un. Tout ça parce que c'est basé sur un cristal qui n'existe pas dans notre monde, mais bon, pourquoi pas. Là, on est dans un autre paradigme scientifique avec une condition imaginaire propre à un autre monde, un autre univers, et ça, c'est pas dérangeant pour moi. C'est une info qui est pas en conflit avec ce qu'on sait de la réalité et qui induit pas de gens en erreur. Et oui, la science-fiction se permet de temps à autre de s'éloigner effrontément de la réalité scientifique en inventant ses propres lois, ses propres règles, ses propres codes pour le plus grand bonheur de notre imagination. Mais parfois, même dans ce contexte, certains auteurs du passé se sont révélés être de véritables visionnaires sur ce que serait le futur. Je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos 7 objets qui traitent de ce sujet en faisant le lien entre les anticipations littéraires de certains écrivains et les découvertes technologiques qui eurent lieu parfois plusieurs décennies plus tard. Et partant de ce principe, pourrait-on donc se demander si la science-fiction d'aujourd'hui serait dans la capacité d'anticiper les avancées technologiques de notre avenir plus ou moins proche ? Mais oui, on a encore énormément de choses à découvrir et à inventer, mais pour moi la SF n'a pas la prétention à anticiper l'avenir. Des fois ça tombe juste, coup de bol, et parfois la SF sert à l'inverse à inspirer des choses qui autrement n'auraient pas vu le jour, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Mais en dehors de ça, l'énorme majorité de ce qui a été raconté n'a jamais eu lieu. Faut vraiment voir la SF comme un exercice pour l'imagination. Après, je me risquerais pas à faire de l'anticipation. Comme les auteurs de science-fiction, je n'ai même pas vu venir l'arrivée des réseaux sociaux et le bouleversement qu'ils ont été pour notre société. Et pour moi, un téléphone connecté à Internet, ça allait juste rester un gadget pour les geeks dans mon genre. C'est vous dire. Alors beaucoup de scientifiques, de prospectivistes et d'auteurs pensent que la science-fiction est arrivée à une sorte d'impasse, que les auteurs ne seraient plus capables d'imaginer de nouveaux concepts, on parle même de panne des imaginaires. Et puis il y a la sensation aussi que la réalité a rattrapé la fiction, et que beaucoup de choses décrites dans la science-fiction du passé sont arrivées maintenant dans nos vraies vies. Et Gibson dit par exemple que le futur en fait est déjà là, et qui n'est pas réparti équitablement. Pour moi, la SF, c'est par essence anticipateur, parce que les auteurs imaginent dans leurs romans des situations que les humains pourraient rencontrer, ou alors des machines qu'ils pourraient avoir besoin d'utiliser, mais qui n'existent pas encore. Du coup, s'ils arrivent à inventer ce genre de choses, c'est qu'ils arrivent à transposer la possibilité de l'existence de ces choses dans notre dimension ou dans notre vie réelle. Voilà, du coup, pour moi, tout ce qui est imaginable en SF pourrait s'envisager dans un avenir plus ou moins proche. Carrément, ce serait de faire un affront à l'imagination humaine de pas y croire. Un truc que je pense qu'on aura tous dans un avenir proche, par exemple, ou en tout cas dans les classes relativement aisées, c'est une mini-usine à produire n'importe quoi selon nos désirs, que ce soit une paire de chaussures ou une pizza. C'est le genre de truc qu'on retrouve dans le comic Transmétropolitan de Warren Ellis, et les derniers développements en matière d'imprimante 3D laissent suggérer que ça risque d'arriver assez vite. Donc ça c'est un exemple, mais il y a aussi énormément de progrès en matière d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle et augmentée, de thérapie génique et de biologie de synthèse. Donc pour le moment, la science-fiction a encore un pas d'avance sur ces domaines, mais pendant encore combien de temps ? Il n'y a que dans la science-fiction que, encore il y a quelques années, on pouvait imaginer faire atterrir des fusées debout, et puis depuis il y a eu Elon Musk. Du coup, voilà, là encore c'est un exemple de science-fiction anticipatrice. Plus généralement, dans la biologie,
Je pense que toutes les techniques régénératives, anti-vieillissement ou toutes ces histoires d'hommes bioniques, c'est pour un jour pas si lointain que ça finalement. Et comme tout peut toujours être mieux, eh bien la SF, ça pourra toujours proposer un monde où les choses seront mieux et on pourra toujours faire mieux dans plein de domaines. Je pense en effet que la science-fiction a dans une certaine mesure une capacité de prédiction. C'est-à-dire qu'il est effectivement arrivé qu'en extrapolant des connaissances, alors évidemment sur une distance pas trop importante, c'est-à-dire pas à des siècles dans l'avenir, mais qu'effectivement on puisse anticiper par la science-fiction un certain nombre de choses. Alors évidemment la science-fiction ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas anticiper l'évolution de la société, on ne peut pas anticiper les prochaines découvertes qui vont parfois remettre en cause les choses qu'on connaît aujourd'hui, mais dans une certaine mesure, oui, la science-fiction peut les anticiper et peut nous aider d'une certaine manière à faire attention, à imaginer des garde-fous et puis surtout ne jamais oublier de suivre l'évolution de ces sociétés, d'en être toujours conscient. Mais la question que je me pose en réalité sur tous ces sujets-là, c'est un peu le côté prophétie autoréalisatrice, la manière dont les œuvres de SF peuvent influencer l'avancée des choses en fait. Est-ce que, en pointant du doigt des dérives, elles entraînent pas le fait que ces dérives puissent arriver? Pour moi, il faut vraiment faire la différence entre deux choses, la science et la technologie. La science, en tant que recherche pure, cherche à comprendre comment fonctionne le monde qui est autour de nous et à comprendre les lois qui le régissent. Ensuite, la technologie va utiliser ces connaissances au profit de l'homme. Et là vont arriver des choses merveilleuses et des choses terribles. Ce sera par exemple la physique nucléaire avec la compréhension des mécanismes du Soleil et puis à côté on va créer des bombes nucléaires. Tout ça pour dire que l'homme fait toujours avec ses découvertes des choses fantastiques et des choses terribles. Est-ce que j'ai peur que tout ça arrive? Non, parce que je sais que ça va arriver. Parce que l'homme ne va absolument pas changer dans les décennies ou dans les siècles qui viennent. Donc je n'en ai pas peur, je pense qu'il vaut mieux s'y préparer ou en tout cas essayer de voir venir ça le plus tôt possible pour les corriger, mais certainement pas en avoir peur, certainement pas les redouter, et je pense même que la question en elle-même n'a pas de sens, parce que pour moi c'est une certitude que l'homme fera des choses qu'on découvre aujourd'hui, des choses terribles, et puis des choses merveilleuses. Je pense qu'il faut toujours voir au cas par cas, ce qui pourrait être bon et souhaitable, et ce qui pourrait au contraire avoir des chances d'entraîner d'importantes dérives. La science-fiction est aussi là pour ça. Mais pour les œuvres grand public, elle a surtout tendance à jouer son deuxième rôle et à être très alarmiste. J'ai l'impression que les technologies servent surtout de ressort scénaristique pour lancer l'histoire, mais rarement dans le bon sens. Plutôt comme un élément déclencheur de péripéties que comme une solution à un problème, si vous voyez ce que je veux dire. En particulier chez Marvel, qui a beaucoup exploité la figure du savant fou dans ses comics. Mais bon, en pleine guerre froide, c'est aussi l'époque qui voulait ça. Je pense qu'on nous a créé avec un cerveau qui nous sert à découvrir, à comprendre des choses et aussi à mesurer les répercussions de ce qu'on fait. Donc si notre cerveau n'a pas été assez performant pour éviter les dérives d'une chose et mettons que ces choses nous conduisent à notre perte en tant qu'humanité, c'est peut-être finalement qu'on n'était pas adapté pour survivre. Voilà, ça c'est la biologiste en moi qui parle, je pense. Voilà, pas de bol pour l'évolution, si on doit disparaître ce sera notre faute, ce sera à cause de notre cerveau. Tout dépend de la découverte et de la technologie, la science et la technologie elles sont censées être neutres en soi, c'est ce qu'on en fait qui peut être flippant. Mais pour naviguer dans l'arbre des possibles, la SF elle est là pour nous guider, pour nous prévenir, pour nous dire « tu vois cette technologie, si tu fais ça avec, voilà ce qui peut se passer ». Pas forcément ce qui va se passer, mais ce qui peut se passer. On a des avenirs souhaitables d'un côté, et des avenirs cauchemardesques de l'autre. Et ça a des conséquences sur l'imaginaire collectif, qui peuvent avoir du poids dans les débats publics sur des questions d'éthique. Aujourd'hui, quand on pense dérive de l'intelligence artificielle, on a tous Terminator ou 2001 l'Odyssée de l'espace en tête. Quand on pense aux dérives de nos pratiques numériques, on va systématiquement citer la série Black Mirror. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la science d'aujourd'hui s'aventure justement dans des domaines qui étaient jusqu'à maintenant réservés, alors au mieux à la philosophie, à la métaphysique ou à la science-fiction. C'est-à-dire que dans les laboratoires, aujourd'hui, on va parler, alors bien sûr d'antimatière, mais on va parler de l'univers entier, on va étudier l'univers comme si c'était un objet qu'on pouvait poser sur la table,
on va pouvoir parler de téléportation. Et ça, ce sont des termes qui, il y a encore 50, 60 ans, étaient exclusivement réservés à la science-fiction. Et parce que justement la science s'empare de ces thématiques, parce que justement on peut les expliquer de manière scientifique, eh bien ça permet, à mon avis, à la science-fiction de pouvoir encore rebondir et aller encore plus loin. Donc on est en train actuellement de fournir à la science-fiction des outils extraordinaires qui, je l'espère, vont nous apporter des œuvres fantastiques que j'ai hâte de lire. La science-fiction, elle évolue avec les problématiques scientifiques et sociales de son temps. Le space opéra, il est né en pleine période de conquête spatiale. L'arrivée d'Internet dans les années 80, elle coïncide avec la naissance du cyberpunk. La prise de conscience du réchauffement climatique a amené au développement de la CLIFI, la climate fiction. Et le truc avec la science, c'est qu'elle évolue constamment. Elle est jamais à court de nouvelles découvertes. La science-fiction, justement, va prendre les résultats scientifiques à une époque donnée, à notre époque à nous, et puis va se nourrir de ça, soit pour déplacer ce que l'on sait dans des sociétés ou des mondes différents, soit pour aller aux limites des théories que l'on a actuellement, pour permettre justement à l'auteur d'imaginer des choses que la science ne peut pas réfuter. Donc on va partir sur des bases solides et puis on va s'amuser à créer des choses. Rien que dans les 20 dernières années, on a connu des développements extraordinaires. On a découvert plus de 3500 exoplanètes en dehors de notre système solaire, on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélère continuellement depuis 5 milliards d'années, on a détecté des ondes gravitationnelles, le boson de Higgs, on a des progrès considérables dans le domaine des nanotechnologies, et de la biologie de synthèse aussi, et de la robotique, et de l'intelligence artificielle. Franchement, il y a de quoi faire. Alors, je pense que c'est toujours possible de faire de la science-fiction à partir de la science. En fait, il suffit de prendre n'importe quelle découverte ou n'importe quelle recherche scientifique. L'important, c'est de savoir la raconter, de mettre de l'humain, de mettre une intrigue. Et c'est le cas, par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle Le Terminateur de Laurence Suner, qui part en fait d'une découverte scientifique très récente, le système d'exoplanètes trappistes, et qui raconte une histoire autour de ça. Toutes les œuvres que j'ai citées, c'est de la science-fiction fait à partir de la science. Black Mirror, c'est de la science-fiction fait à partir de ce qu'on a aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, pour moi, les œuvres de science-fiction influencent les œuvres de science. Donc, les scientifiques. Un scientifique qui est féru de science-fiction, je pense que ça va influencer à un moment ou à un autre sa recherche, quoi qu'il arrive. Comme la science-fiction imagine les dérives, les applications ou les améliorations de la science, sans contrainte matérielle, c'est juste un exercice de style, je pense qu'il est tout à fait possible de faire de la science-fiction à partir de découvertes scientifiques et vice-versa, puisqu'on va toujours chercher à repousser les limites de la connaissance et du possible dans la science. Et je pense qu'il y a pas mal de scientifiques qui lisent de la science-fiction. La science-fiction, comme exercice de style, peut aussi donner plein d'idées aux scientifiques finalement. Un chercheur qui aime beaucoup la science-fiction, ça va lui donner des idées, ça va peut-être même être un peu un moteur dans sa recherche. Donc, pour moi, oui, il y a un lien qui existe et qui est tangible et contre lequel on peut rien faire. C'est juste comme ça, en fait. Les deux choses sont liées. Et je pense aussi que c'est possible de faire de la science à partir de la science-fiction. Déjà parce qu'une partie des scientifiques avouent que leur vocation vient de la science-fiction. Aussi peut-être parce qu'au quotidien, c'est une source d'inspiration pour eux, pour réfléchir à certaines théories. Et enfin, il y a même carrément de la recherche-action qui peut être faite à partir des technologies et de l'usage qu'on pourrait inventer dans le futur. Et ça s'appelle le design fiction. J'avoue que j'aime beaucoup lire la science-fiction du passé pour sentir ce décalage entre notre perception des sciences et de l'avenir et celle de la génération de nos parents et de nos grands-parents. Par exemple, le grand fétiche d'Isaac Asimov, c'était les positrons, parce qu'ils venaient d'être découverts. Mais ils n'ont pas du tout gagné l'usage qu'il en faisait. Mais c'est pas grave. Chez Asimov, en effet, bien plus qu'une simple technologie, les anti-électrons tiennent une place primordiale dans le cycle des robots, qu'il a d'ailleurs doté de cerveaux positroniques. Comme lui, nous avons tous nos petites fascinations vis-à-vis de la science et de la science-fiction, mais quelles sont les œuvres qui font rêver nos scientifiques aujourd'hui ? Tout côté rationnel mis à part, existe-t-il des univers fictionnels dans lesquels ils souhaiteraient évoluer ? Aujourd'hui, les œuvres de SF qui me font rêver, je pense que c'est plutôt les dystopies écologiques, peut-être, ou alors les œuvres de fin du monde. En fait, ça me fascine de réfléchir à ce qu'on ferait à la fin du monde. À quel choix est-ce qu'on serait contraint pour la survie de l'espèce, quel genre de solution on va trouver, comment on va vivre ensemble cette fin du monde.
Je pense que Ravage, c'est un bon exemple de René Barjavel. Qu'est-ce qui se passe quand l'humanité est à la fin? Et comment est-ce qu'on recommence à zéro dans une société où on est déjà allé si loin en fait? Voilà. Ça, je trouve ça encore très fascinant. Je dois avouer qu'à l'heure actuelle, on manque cruellement d'œuvres de SF qui présentent un avenir ou un monde qui donne vraiment envie de s'y projeter. On est dans une époque qui est assez pessimiste sur son futur proche, comme le montrent les succès des univers post-apocalyptiques style Mad Max ou The Walking Dead dans la pop culture. Et les rares visions optimistes qu'on a, c'est souvent des replis nostalgiques sur un passé qui est fantasmé. Je pense à tous les remakes et hommages récents aux films et aux séries des années 80, style Stranger Things, que j'adore, hein, mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver aujourd'hui de la science-fiction qui imagine un futur souhaitable pour l'humanité. Alors il y a des exceptions, comme Tomorrowland, qui est une sorte de plaidoyer pour un certain type de vision du futur, mais c'est loin d'être la norme. Après, la SF qui me fait vraiment rêver, c'est généralement la SF qui imagine un dialogue pacifique avec l'altérité, avec l'autre. Alors l'autre, ça peut être un robot, ça peut être un alien, ça peut être une autre espèce terrestre, mais penser qu'on pourra un jour communiquer pacifiquement avec quelque chose de fondamentalement différent de nous, bah ouais, ça me fait rêver. Et c'est le scénario de livres ou de films comme Contact de Carl Sagan, Rencontre du troisième type de Spielberg, Her de Spike Jonze, ou encore L'homme bicentenaire d'Isaac Asimov. Moi, les univers de fiction qui me font rêver, c'est ceux qui sont très proches du nôtre, que je peux limite toucher du doigt, et qui... en fait, qui sont un peu notre univers, mais un peu mieux. Enfin, c'est con à dire, mais c'est ça. Par exemple, si je pouvais simplement vivre dans le monde du film Sword Art Online, si on considère que c'est de la science-fiction, j'en suis même pas sûre, mais je pense... moi ça me rendrait très heureuse, simplement une évolution technologique dans ce sens-là, donc avec des jeux vidéo qui sont vraiment en réalité augmentée de ouf, et moi ça m'irait parfaitement et ça me rendrait, ça ferait de moi la personne la plus heureuse du monde. De la même manière que au niveau du transhumanisme et autres, avoir des humains augmentés qui seraient capables de faire des choses folles, oui, ce serait génial, mais moi, on m'offre simplement des humains réparés, qui sont à nouveau capables d'utiliser leurs bras, ou qui leur a été arraché à 100%, et ça serait un univers de science-fiction dans lequel j'aimerais beaucoup vivre, et où je serais très très heureuse. Franchement, je trouverais ça fascinant d'être un xénobiologiste dans l'univers de Mass Effect. Alors t'as une civilisation galactique entière, qui est déjà organisée, et qui vit dans une paix relative, qui parle un langage commun, et avec laquelle tu peux faire des sauts de puce pour visiter toutes les planètes de la galaxie. T'as des civilisations disparues, infiniment plus avancées technologiquement que la nôtre, qui existent depuis des millions d'années, et qui ont laissé traîner leur technologie un petit peu partout. Tu peux même te permettre de visiter une autre galaxie si tu le souhaites. Il y aura une richesse incroyable juste à interagir avec tous ces aliens pour comprendre comment ils ont évolué et comment ils voient le monde. À mon avis, dans un univers aussi riche et aussi vivant que celui de Mass Effect, je risque pas d'être déçu. Je crois que là, mon côté biologiste me souffle que j'adorerais être dans un Star Wars ou n'importe quel univers où le voyage spatial est possible. Alors pas pour devenir Jedi du coup, mais pour recenser toutes les formes de vie des autres planètes et étudier leur biologie. Parce que la Terre, ça a finalement l'air beaucoup trop petit pour une armée de scientifiques assoiffés de connaissances et de découvertes. On a l'impression qu'on a un peu tout découvert sur Terre, ce qui est loin d'être vrai. Mais c'est vrai que un peu plus de champ libre dans la galaxie et dans l'univers pour aller comprendre d'autres choses, ce serait intéressant. Voilà. Manifestement, nos scientifiques trouveraient très plaisant de vivre dans certains univers imaginaires. Mais malheureusement pour eux, ces derniers ne restent que de la fiction. Alors à défaut de pouvoir aller y faire joujou de manière concrète, il reste la possibilité de s'amuser en rapportant ces univers à notre propre réalité scientifique et nos connaissances actuelles. Ainsi, faisons un petit exercice de pensée et transférons le monde de Star Wars dans le nôtre. Et posons-nous le plus scientifiquement possible la question de la taille et de la masse de l'étoile noire, de la véritable nature des midi-chloriens, ou bien encore de l'alimentation des sabres laser. Alors sans info comme ça, on peut se référer à ce que dit Luke dans l'épisode 4, quand il voit l'étoile de la mort pour la première fois et qu'il la confond avec une petite lune. Donc on peut postuler que l'étoile de la mort a vraiment la taille d'une petite lune. Et pour simplifier, on peut aussi se dire que c'est pas un hasard que l'étoile de la mort soit sphérique. Parce que pour les objets de grande taille dans l'univers, la gravité combinée à la pression des matériaux ont tendance à les faire prendre une forme ronde.
Il y a un calcul physique qui montre qu'il existe une taille maximale à un tas de roches, au-delà de laquelle la gravité prend le dessus sur la pression des roches, et cette hauteur maximale c'est environ 500 km. C'est pour ça qu'en dessous de 500 km, les astéroïdes ont une forme de patatoïde, et que les lunes, les planètes et les étoiles sont rondes. Parce que la force de gravité élimine les grosses irrégularités au-delà de 500 km. Du coup, à la louche, on peut dire que le rayon de l'étoile de la mort, il doit pas être très loin de 500 km. Mais bon, j'imagine qu'on peut encore raffiner le calcul. Après sa masse, c'est pas très compliqué non plus, il suffit de faire appel aux fameuses lois, 3 lois de Kepler. On peut mesurer très facilement la masse de n'importe quoi à partir du moment où il tourne en orbite autour d'un autre objet. Donc à partir du moment où l'étoile de la mort se met en orbite autour d'une planète, il suffit de connaître sa distance et la vitesse à laquelle elle va, ou en tout cas le temps qu'elle met pour faire un tour de la planète, et on aura directement, et ça très précisément, la masse de l'étoile de la mort. Donc ça c'est assez facile à remonter. Alors moi je me représente les midi-chloriens un peu comme des petits micro-organismes en suspension dans l'air, qui pourraient interagir avec certaines structures de la cellule, comme entrer en symbiose avec, pour lui conférer des nouvelles propriétés. Voilà, alors si c'est ça qui confère la force, je pense qu'il faudrait isoler ces micro-organismes. Ça implique de créer un protocole pour les isoler. Ensuite, il faudrait les concentrer et essayer de les inoculer de force à quelqu'un pour voir si ça devient un Jedi. C'est prometteur comme projet de recherche. Je pense que je devrais le soumettre à un comité de financement. Puisqu'apparemment les midi-chloriens et la maîtrise de la force se transmettent de façon héréditaire, il y a moyen d'analyser cette transmission génétique pour voir comment le caractère maîtrise de la force se transmet dans la famille et si c'est lié au taux de midi-chloriens. Selon les versions de gènes dont vous héritez, soit de votre papa, soit de votre maman, vous pouvez voir si c'est un caractère dominant par rapport à l'absence de pouvoir, ou si c'est au contraire, s'il est récessif et il ne s'exprime pas, ou s'il est codominant en faisant la moyenne des deux. Et comme ça, sans même séquencer votre génome, on peut étudier avec quel caractère les midi-chloriens se transmettent. Par exemple, dans nos cellules à nous, il y a des organes cellulaires, les mitochondries, que vous héritez non pas de votre papa, mais exclusivement de votre maman. Ça crée une asymétrie dans la répartition de vos caractères, parce que les mitochondries ont leur propre ADN, qui est d'ailleurs très différent du nôtre à cause de leur origine bactérienne. Elles ont été absorbées et exploitées par nos cellules qui s'en servent désormais pour produire de l'énergie grâce à la respiration. Donc de la même façon, les midi-chloriens pourraient être pareil, des symbiotes qui sont nourris et logés et fournissent en échange un service à nos cellules, genre lancer des éclairs avec les mains. C'est cool, mais pas autant que de respirer. Est-ce qu'on considère qu'un sabre laser c'est vraiment un laser? Et dans ce cas-là on a plusieurs problèmes, parce que le laser il va pas s'arrêter tranquillement au bout de l'épée, ou bien on considère que le sabre laser il se rapproche plus de la torche à plasma, ce qui paraît beaucoup plus plausible, physiquement et visuellement. Donc on peut partir sur la deuxième hypothèse et blâmer les traducteurs pour cet affront à la physique. Dans l'épisode 1, on peut voir que le sabre plasma il est assez chaud pour faire fondre la porte du vaisseau, ce qui nous donne une idée de la température de la lame. La température de fusion de l'acier, c'est quelque chose comme 1500 degrés. Donc en gros, on peut considérer que ton sabre laser, c'est un plasma à plus de 1500 degrés. Sans compter que pour garder la forme de la lame, ton plasma il doit être contenu dans un champ magnétique assez puissant. T'as pas envie que ton sabre laser il te coule dessus. Et pour créer un champ magnétique, il te faut des énergies assez démentielles. Pour le coup, j'ai pas les chiffres, mais ça m'étonnerait pas qu'il faille l'équivalent d'une petite centrale nucléaire pour générer l'énergie requise. Pour avoir suffisamment d'énergie lumineuse pour percer instantanément n'importe quelle épaisseur de n'importe quel matériau, eh bien, il faut quand même une énergie assez colossale. Alors, c'est difficile de mettre une centrale nucléaire sur le dos. Comment est-ce qu'on fait du coup pour alimenter ce sabre laser? Certainement pas avec de la fission nucléaire, donc avec uranium, plutonium, c'est beaucoup trop gros, et puis en plus c'est dégueulasse, c'est très polluant, chaque personne serait irradiée, bon d'accord. Sinon on pourrait avoir de la fusion nucléaire, mais là encore la fusion nucléaire, il faut des réacteurs à fusion nucléaire. Alors certes peut-être qu'on pourra les réduire un petit peu pour alimenter les robots géants du futur ou pour alimenter les vaisseaux de Star Wars, mais là encore on pourra certainement pas les miniaturiser jusqu'à la garde. À mon avis, la seule source d'énergie qui permette d'alimenter correctement ce sabre laser, eh bien, c'est d'utiliser une énergie qui peut être déployée à partir de très peu de matière, et ça va être justement l'antimatière.
Avec quelques grammes d'antimatière, on peut générer bien plus d'énergie que n'importe quelle centrale sur Terre. Et ça a l'avantage donc d'être très petit, de pouvoir être mis à l'intérieur de la garde du sabre et de pouvoir l'alimenter pour aussi longtemps qu'on veut. Donc pour moi, le sabre laser est alimenté par une pile à antimatière. Mais du coup, comme ça repose sur l'utilisation de kyber crystal, je sais pas comment on dit en français, des cristaux de kybre, on s'en fout, ça marche. Il y a assez d'énergie dans un cristal de kybre pour faire marcher un sabre laser. Voilà. Depuis plus d'un siècle et demi, la science-fiction stimule notre imagination, mais peut aussi inciter à de véritables raisonnements scientifiques. Elle se permet de temps à autre d'être le support idéal à la médiation pour faire comprendre certaines notions semblant inabordables de prime abord. Elle peut même parfois se révéler vecteur de questionnement, de prise de conscience et même de vocation. La science-fiction trouve sa source d'inspiration au sein de la science, s'en nourrissant pour fournir de merveilleux récits. Et les scientifiques, dont l'imaginaire est à leur tour nourri par ces histoires, lui rendent hommage au quotidien. Et c'est là toute la beauté du cercle vertueux qui existe entre la science et la science-fiction. I think like the Foundation series from Asimov is like a really like one of the best ever, you know the books, you know, Arthur C. Clarke and Heinlein, you know, those are like sort of probably the three best sci-fi authors. And recently somebody was recommending to me the Ian Banks novels as being, you know, fairly good.